Le mouvement prévu pour marquer la première année de l'adoption du Code de la communication par l'Assemblée nationale est reporté pour le 22 juillet prochain, a fait savoir le mouvement pour la liberté d'expression ce jour. Les ambassadeurs de Madagascar ne se propagent que dans le continent africain, a affirmé ce jour un spécialiste de relations internationales. Notamment, le Conseil des ministres d'hier a nommé le professeur Alain Tendjazanarville ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Madagascar en Éthiopie. Et enfin, Donald Trump se rend en fin de semaine à un sommet du G20 en Allemagne, sous haute tension du fait des choix politiques controversés de Washington et des manifestants qui promettent l'enfer autour du lieu de réunion. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La page politique pour commencer. Les avis divergent face au sujet brûlant dans le pays. Pour les membres du parti au pouvoir, le sénateur Koul Roger a été questionné par notre journaliste Andra Arson. Plus de précisions dans ce reportage. Parmi les sujets brûlants qui font la une des quotidiens de la capitale, l'annulation de l'autorisation de manifestation du parti politique TIM en fait partie. Annulation qui est déclarée par le préfet de police d'Antananarivo hier. Quant à l'affaire Claudine Razema-Mounzi, le vice-président du parti politique du pouvoir, Koul Roger, pense autrement par rapport aux autres membres de ce parti. Quant à moi, si vous me demandez mon avis, je l'aurais autorisé. Mais ça, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Je l'aurais autorisé, puisque lui, il sait il est renseigné sur certains courants qui ont envie de s'aimer le trouble. Ils n'ont qu'à aller voir un peu plus de ce côté-là et canaliser un peu plus la surveillance de ce côté-là. Bien, écoutez, c'est une affaire qui est maintenant entre les mains de la justice. Permettez-moi de ne pas m'exprimer là-dessus. La justice malgache subit actuellement un réveil louable, vraiment louable. Et je suis sûr que pour cette justice-là, il n'y aura personne au-dessus de la loi. Personne ne peut être au-dessus de la loi. Sinon, un pays n'est plus gouvernable. Par rapport à ces déclarations du vice-président du parti politique du pouvoir, est-ce une stratégie menée par les politiciens, tout en sachant que cette technique n'est pas inconnue en cette période préélectorale? Toujours dans ce contexte, le Premier ministre s'est justifié face aux affaires de corruption qui sévissent dans le pays. Les dires du Premier ministre sur l'existence d'une collaboration entre le gouvernement et le Bianco ont aussi interpellé l'opinion publique, alors que le Bianco est censé être une structure entièrement indépendante. Reportage de Youn Nassen. Le gouvernement et le Bianco vont collaborer selon le Premier ministre. Une affirmation qui a interpellé l'opinion publique. Le Bianco, qui est une structure indépendante et le pouvoir exécutif, ne peut s'ingérer dans sa mission. Cette déclaration du Premier ministre reflète bien que, contrairement à son nom, le Bianco n'est pas indépendant. Notre présence ici, représentant du gouvernement, témoigne déjà de cette volonté des dirigeants de lutter contre la corruption. Il y a une volonté du pouvoir de collaborer avec le Bianco, car c'est la structure que l'on a instituée pour lutter contre la corruption. Donc, il faut faire le nécessaire pour que cette structure bénéficie d'une véritable indépendance et de bons résultats. C'est dommage que les citoyens ne reconnaissent pas les efforts des dirigeants. Ce qui est aussi désolant, c'est que la diaspora malgache, qui dénonce à l'étranger qu'on attribue plus de financement au pays en raison de la corruption. De quelle collaboration le Premier ministre demande au Bianco?
Est-ce une collaboration afin de mener jusqu'à son terme les enquêtes sur les détournements de deniers publics qui impliquent Claudine Razemamounzi ou encore une collaboration pour cesser sa poursuite? De quel soutien le Bianco veut aussi parler, car ce qu'on constate, c'est que l'État a retiré 2 milliards aux dotations destinées au Bianco durant ce mandat. Si cela s'élevait à 6,8 milliards d'ariary en 2011, il n'en reste plus que 4 milliards d'ariary pour cette année, une réduction que les dirigeants n'ont pas expliquée. Ce qui se passe, c'est que de nombreux cas de corruption qui impliquent certains hauts dirigeants ont été rapportés par les journaux et les médias. La société civile a également interpellé sur la prolifération de la corruption. Également dans l'actualité, l'État malagasy fait fausse route sur les nominations d'ambassadeurs. C'est ce qu'a affirmé ce jour un spécialiste des relations internationales. Les ambassadeurs de Madagascar ne se propagent que dans le continent africain. Notamment, le Conseil des ministres d'hier a nommé le professeur Alinte Ndazanarvelu, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Madagascar en Éthiopie. Michela Ranardson. Actuellement, il ne reste plus que 5 ambassadeurs malagasy en activité à New York, auprès des Nations Unies, au Canada, en Chine, en Russie et au Sénégal. Après 3 ans et plus de mandat, le président Hera Djounarmampian est incapable de nommer ses nouveaux ambassadeurs pour entretenir sa nouvelle démarche dans le cadre de la diplomatie économique. La nomination d'ambassadeurs qui reste primordiale pour le développement de la diplomatie économique d'un pays. Un pays a besoin de nommer un ambassadeur dans chaque pays puisqu'on a une relation économique et commerciale à maintenir. Il ne faut pas oublier que c'est la diplomatie qui tire l'économie en avant. La diplomatie commence et l'économie et le commerce suivent tout simplement pour essayer d'avoir quand même une bonne relation sur le plan international et sur le plan national également parce qu'il y a des conséquences économiques, sociales et même culturelles au niveau de chaque pays quand on fait une diplomatie, bonne diplomatie et quand on arrive à bien diversifier nos relations avec les autres pays. Selon toujours les explications, l'État malagasy fait fausse route sur les nominations d'ambassadeurs. Les ambassadeurs de Madagascar ne se propagent que dans le continent africain. Concernant Madagascar en particulier, le pays, la grande île, doit avoir d'autres représentations à l'extérieur, par exemple au niveau de l'océan Indien, en Australie. En Australie, nous n'avons pas d'ambassadeur, alors que l'Australie est un grand pays, une puissance régionale dans l'océan Indien. C'est pareil au niveau de l'Indonésie. Nous aussi, on a besoin de l'Indonésie. Puisque l'Indonésie est un pays émergent. Au niveau de l'Amérique latine également, on a besoin du Brésil, de l'Argentine, du Mexique. Ce sont des pays émergents et que nous devons avoir des relations économiques et commerciales durables. Donc, il faudrait essayer de réduire nos représentations en Afrique. Parce qu'en Afrique, on a besoin de l'Union africaine sur le plan politique, mais de l'IORA, Indian Ocean Rim Association, sur le plan économique et commercial. Donc, il faut essayer de voir tout ça sur le plan géopolitique, géostratégique, économique et commercial. Le Conseil des ministres d'hier a nommé le professeur Alinte Ndazanarvelu, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Madagascar en Éthiopie. Outre la nomination d'un ambassadeur, le Conseil des ministres d'hier a également procédé à la nomination de 13 nouveaux directeurs auprès du ministère des Affaires étrangères. Toujours dans l'actualité, le mouvement prévu pour marquer la première année de l'adoption du Code de la communication par l'Assemblée nationale est reporté pour le 22 juillet prochain, a fait savoir le mouvement pour la liberté d'expression ce jour. Cette manifestation prévue se tenir demain n'a aucun lien avec celui organisé par le parti TIC Madagascar, expliquent les journalistes de ce mouvement. Miantarandianev. La marche silencieuse concoctée par le mouvement pour la liberté d'expression n'a rien à voir avec la fête du 15e anniversaire du parti politique TIC Madagascar, a expliqué ce jour les journalistes membres de ce mouvement. De ce fait, le mouvement pour marquer la première année de l'adoption du Code de la communication, prévu se tenir demain, est reporté pour le 22 juillet prochain. Il ne s'agira plus d'une marche, mais d'une autre manifestation. Si nous avons décidé de reporter le mouvement, ce n'est pas par faiblesse, c'est pour prendre du recul.
Nous promettons aux citoyens qui sont nombreux à se manifester pour nous soutenir que nous prenons du recul pour un mouvement plus consolidé. Nous promettons aussi aux tenants du pouvoir qu'un mouvement plus renforcé que la marche prévue pour demain sera organisée le 22 juillet prochain. Toujours pour marquer cette première année de la loi, jugée liberticide par les journalistes, l'émission Tima Lun Sampun, en réplique à celle de Ftombit, préparée par l'équipe présidentielle, sera diffusée à partir de samedi prochain. De leur côté, les forces de l'ordre affirment qu'ils vont prendre les mesures nécessaires pour toute manifestation non autorisée. Dans le reste de l'actualité, les vacances commencent pour certains candidats de l'examen BEPC, officiellement à partir de ce jour. Par ailleurs, la date de la sortie des résultats reste encore inconnue. À l'heure actuelle, le début de la correction de copies d'examen a également marqué cette journée. Youn Ranefson. Pour les candidats inscrits au nombre de 342 000, l'examen BEPC s'est achevé aujourd'hui. Pour les 222 correcteurs, le travail a déjà commencé ce jour pour le cas du centre d'examen Gigi Rabi Arvil. Nombreux sont les correcteurs qui n'ont pas répondu à l'appel dans plusieurs matières selon les informations. Ils passeront à la transcription des notes suivies, des vérifications des copies la semaine prochaine. La sortie des résultats de cet examen officiel n'est pas encore fixée. Les candidats optent pour des cours de langue avant la rentrée où ils partent directement en vacances. D'ailleurs, l'anglais et les mathématiques ont été les matières reconnues par les candidats comme étant difficiles. Aucun problème n'a été constaté par rapport à la correction des copies d'examen. Les correcteurs vont percevoir leur indemnité de l'année dernière avec un peu de retard. Un retard sans conséquence pour l'instant. Passons maintenant à l'actualité internationale. Donald Trump se rend en fin de semaine à un sommet du G20 en Allemagne sous haute tension du fait des choix politiques controversés de Washington et des manifestants qui promettent l'enfer autour du lieu de réunion. Les détails dans ce reportage de France 24. Un sommet du G20 sous très haute surveillance. Les autorités allemandes se préparent depuis des semaines à l'événement. Un dispositif spécial est mis en place, 28 hélicoptères, 185 chiens et près de 3000 véhicules sont chargés d'assurer la sécurité de la rencontre. Le nombre de policiers déployés sur le terrain atteint des records pour faire face à d'éventuelles violences de manifestants anti-G20. C'est la plus grande opération dans l'histoire de la police de Hambourg. Nous serons ici avec environ 15 000 officiers. En plus, il y aura 3 800 officiers de la police fédérale allemande et des officiers de l'Office fédéral de la police criminelle. Donc c'est une opération d'une dimension nouvelle. En tout, 100 000 manifestants sont attendus. Mais ce qui inquiète le plus les autorités, ce sont les groupuscules d'extrême gauche. 10 000 personnes qui marcheront contre les politiques libérales qui dominent à travers le monde. Pour nous, il est important de montrer autre chose, que tout va bien. Autre chose que la magnifique toile de fond de Hambourg, la photo fantastique devant la salle de concert de l'Elbphilharmonie. Montrer que non, les choses ne vont pas bien partout dans le monde. La vie, c'est l'enfer pour beaucoup de gens et nous voulions exprimer cela et nous voulions également dire que nous ne sommes pas prêts à jouer le jeu et que nous voulons perturber ce sommet. Des affrontements ont déjà eu lieu entre policiers et manifestants lors de la préparation du sommet. Mercredi, plus de 500 personnes ont été dispersées par des canons à eau. Le ministre allemand de l'Intérieur a indiqué que les actes de violence seront jugés avec sévérité. Toujours dans l'actualité internationale, Rome appelle ses partenaires à ouvrir leurs ports. Il y a urgence vu que cette année pourrait être la plus meurtrière pour ceux qui tentent de traverser la Méditerranée. France 24. Ces images ont été tournées au mois de mai, mais elles pourraient très bien dater d'aujourd'hui. Chaque jour, des centaines d'Africains quittent la Libye sur des bateaux de fortune pour rejoindre l'Italie. Des migrants prêts à tout pour une vie meilleure, mais c'est bien souvent l'enfer qui les attend. D'après Amnesty International, plus de 2000 exilés sont morts cette année, sur les 75 000 qui ont tenté la traversée. Ces migrants, eux, ont été rattrapés par des gardes-côtes libyens. Notre embarcation était tellement chargée. Quasiment personne n'avait de gilet de sauvetage. Tout le monde sautait, se poussait, se frappait même. Les gardes-côtes nous ont frappés aussi pour rétablir le calme. C'était tellement dangereux.
Des interventions très critiquées dans le rapport d'Amnesty International. L'organisation dénonce les exactions des gardes-côtes libyens, censés traquer les réseaux de passeurs et contenir les migrants sur les côtes libyennes. Nous avons vu les gardes-côtes libyens faire mauvais usage d'armes à feu. Nous savons qu'ils ne sont pas bien formés. Et le pire, c'est sans doute que ces gens qui sont reconduits en Libye sont renvoyés dans des centres de détention illégaux où ils subissent la torture, le viol et d'autres abus inimaginables. Le rapport est très critique envers l'Union européenne, dont la politique d'aide à la Libye ne permet pas, selon l'organisation, de surveiller l'action des gardes-côtes, parfois accusés de connivence avec les passeurs. On termine avec un bref rappel des titres. Le mouvement prévu pour marquer la première année de l'adoption du Code de la communication par l'Assemblée nationale est reporté pour le 22 juillet prochain, a fait savoir le mouvement pour la liberté d'expression ce jour. Les ambassadeurs de Madagascar ne se propagent que dans le continent africain, a affirmé ce jour un spécialiste de relations internationales. Notamment, le Conseil des ministres d'hier a nommé le professeur Alain Tinjazanarvelu, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Madagascar en Éthiopie. Et puis enfin, Donald Trump se rend en fin de semaine à un sommet du G20 en Allemagne, sous haute tension du fait des choix politiques controversés de Washington et des manifestants qui promettent l'enfer autour du lieu de réunion. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.